Dans ce tutoriel, je vous montre comment exporter des fichiers réalisés dans le logiciel Fusion 360 afin de les envoyer se faire imprimer en 3D sur nos imprimantes à filament de marque Prusa via le logiciel Prusa Slicer, donc qui est un logiciel relais entre Fusion et les imprimantes 3D. Je le fais avec toutes les pièces qui vont servir à faire l'automate, même si je vous propose de lancer des impressions alors que vous n'en avez que quelques-unes de modélisées. Le but, c'est de lancer souvent des impressions pour vous familiariser avec la démarche et puis devenir de plus en plus autonome avec les imprimantes 3D. Donc, commençons d'abord par exporter nos composants. Je vais cliquer sur le premier, le bouchon de 4 mm, pour l'ouvrir dans Fusion et je vais lancer l'exportation en faisant un clic droit sur le nom du fichier, ici, donc dans le haut de ma fenêtre. Je m'en vais cliquer sur Enregistrer en tant que maillage. J'ai une fenêtre d'options qui s'ouvre. Pour ce qui est du format, je vais aller choisir le format OBJ. OBJ, ça veut simplement dire objet. C'est un format de partage de fichiers 3D, très commun. Je vais aller ici ouvrir les paramètres d'affinement et je vais m'assurer que mes paramètres d'affinement sont à haut. Alors, ça va me permettre à l'objet d'être plus précis dans son impression. Et je clique sur OK. J'ai à ce moment-là une autre fenêtre qui s'ouvre avec le nom. Je garde le même nom pour le composant. On voit que mon type de fichier, c'est du OBJ. Je vais par contre venir cliquer sur le petit bouton avec les trois petits points ici pour aller enregistrer ce composant-là ici dans votre espace de rangement U. Alors, je vous propose de créer un nouveau dossier intitulé Automate de papillon et d'enregistrer ce composant-là en OBJ. Donc, j'ai cliqué sur Enregistrer. Je dois cliquer une deuxième fois sur Enregistrer. Et donc, présentement, mon document est exporté dans un mode qui est compatible avec le logiciel Prusa Slicer. Je vais le fermer. Je vais refaire la même chose avec tous mes autres composants. Donc, je le fais avec le bouchon de 6 mm. Alors, je répète rapidement. Clic droit, enregistrer en tant que maillage. Donc, par défaut, mon format OBJ et mon affinement haut apparaissent automatiquement. Donc, je peux cliquer sur OK. Par défaut, il se range dans le bon projet, automate de papillon. Alors, je fais enregistrer. Et donc, ça va être très rapide à partir de maintenant pour le faire pour mes différents composants. Clic droit, enregistrer en tant que maillage. OK, enregistrer. Je ferme, j'ouvre ma tringle de course. Même chose, clic droit, enregistrer en tant que maillage. OK, enregistrer. Je peux fermer. La charnière. Et là, j'arrive avec mon dernier composant qui est en fait mon dernier document, mais qui est composé de trois corps différents. Corps 1, le corps 2, qui est la petite attache, et le corps 3, qui est la base. Alors ici, j'ai une opération un peu différente à faire. Je vais faire un clic droit sur le titre du document. Je vais encore une fois demander d'enregistrer en tant que maillage. Cette fois-ci, au niveau de la structure, je vais lui demander un corps par fichier et je vais cliquer sur OK, enregistrer. Voilà. Je vais aller retrouver ici le U. Je vais retrouver mon dossier automate de papillon et j'ai tous mes documents. Je vais faire un affichage en grands icônes. Je vais réduire ma fenêtre de façon à avoir deux colonnes. Vous voyez ici que j'ai un document qui est un MTL et j'ai un autre document qui est un OBJ. Je n'ai pas demandé à Fusion de m'enregistrer des MTL. Les MTL, ce serait toutes les couleurs, les textures de bois, les rendus en fait que j'aurais pu faire sur mon objet. Comme les imprimantes 3D n'ont pas besoin de ces informations-là, je peux simplement donc réduire ma fenêtre comme ça, sélectionner tous mes MTL et les supprimer de façon à ne conserver que mes fichiers, mes points OBJ. Alors, la prochaine étape doit se faire dans le logiciel Prusa Slicer. Donc, c'est celui-ci, c'est l'icône qu'on voit à gauche.
Et il est plus intéressant de faire cette étape-là directement dans le Fab Lab. Ça peut se faire n'importe où ailleurs. Cependant, ben, les Fab Managers ou les techniciens du Fab Lab veulent vérifier vos projets avant de les envoyer aux imprimantes 3D. Alors, vous devrez de toute manière réouvrir votre document sur un ordinateur du Fab Lab en bas avant d'envoyer l'impression. Alors, je ferme la fenêtre et donc la prochaine étape consiste à configurer le logiciel Prusa Slicer. Si c'est la première fois que vous l'utilisez au cours de la session, il faut commencer par le configurer parce que les configurations changent à chaque session. Et pour cela, il faut se rendre sur le site web du Fab Lab du Cégep Limoilou. Donc, je me rends sur le site web. Je m'en vais dans l'onglet Ressources ici. Je vais évidemment choisir les imprimantes 3D FDM, donc nos Prusa affinément. Je clique sur Voir plus. Alors, vous pouvez suivre les guides ici pour configurer la Prusa Slicer, mais je le fais devant vous, c'est très très simple. Vous cliquez sur Télécharger la configuration Prusa Slicer. Et donc, mon ordinateur m'indique que le dossier que j'ai téléchargé apparaît dans mon dossier téléchargement. Alors, je vais aller l'ouvrir. Ce dossier-là, il est présentement zippé. Tiens, j'ai ici d'autres tests que j'ai fait là, avant de faire mon tutoriel. Donc, je retrouve ici mon dossier qui est compressé. Je vais faire un clic droit sur mon dossier afin de l'extraire. Donc, je vais chercher la fonction extraire tout. Alors, l'ordinateur extrait mon dossier et me l'ouvre en même temps. Dans ce dossier-là, extrait, j'ai ici la fonction installation. Je double-clique dessus. Je pèse sur Entrée et voilà, mon logiciel Prusa Slicer est maintenant configuré avec les dernières mises à jour du Fab Lab. Je peux fermer ça. Tiens, si je retourne dans mon dossier, là, tout à l'heure, je l'ai extrait, ben, il apparaît ici. Si vous avez un petit peu perdu vos fenêtres, vous avez juste à ouvrir le dossier ici et vous retrouvez le dossier installation. Essentiellement, on clique dessus, on le laisse faire son installation, on pèse sur Enter pour valider et c'est tout. Toutes ces opérations-là, il faut les faire avant d'avoir ouvert le logiciel Prusa Slicer. Donc, si jamais vous aviez déjà ouvert votre logiciel, fermez-le puis recommencez l'installation. Il faut absolument que le logiciel soit fermé au moment où on le configure. Cela dit, je peux maintenant l'ouvrir puisqu'il est configuré. Et vous allez avoir des messages comme ça qui vous demandent d'envoyer des informations au serveur. Vous cliquez sur Ne rien envoyer. Et vous devriez avoir cette interface-là. Vous devriez également ici, dans votre fenêtre d'accueil, avoir tous les réglages avec les filaments qu'on possède ici au Fab Lab. Par la suite, ben, pour chacun de ces éléments-là, les couleurs que nous possédons. Alors maintenant, ben, c'est très convivial là, de pouvoir l'utiliser. On veut aller ouvrir tous les documents qu'on vient d'exporter à partir de Fusion 360 vers le U dans le logiciel Prusa Slicer. Pour faire ça, je vais cliquer sur ma petite boîte ici, la fonction Ajouter. Je clique dessus et je me rends ici sur le U. J'ouvre mon dossier Automate de papillon et je peux sélectionner tous mes documents d'un coup et cliquer sur Ouvrir. Alors, je les retrouve tous ici sur le plateau de l'imprimante 3D. Je les vois également apparaître dans le menu à droite, mes 5 documents individuels, puis mon sixième là, qui était composé du cadre, du petit cal ici et de la base, eh bien, il les intitule 06, 1, 2, 3 là, parce que c'était le corps 1, le corps 2, le corps 3. Bref, je retrouve tout cela. Je vais peut-être, tiens, dans un premier temps, vouloir les séparer les uns des autres parce que là, Prusa les a tous mis les uns par-dessus les autres. Alors, tiens, je vais juste les prendre comme ça pour les envoyer à gauche et à droite. Alors, je retrouve tous les composants que nous avons modélisés ensemble sur mon plateau. Je vais faire un... Ben là, présentement, mon menu, je les vois en doré puisque j'ai du PLA doré. Tiens, je peux le laisser doré pour le moment. Je viendrai le jouer sur les matériaux tout à l'heure. Et ben, j'en profite pour vous montrer que lorsque je clique sur un composant, il devient vert. Ça veut dire qu'il est en sélection.
et il apparaît ici en gris foncé dans ma fenêtre à droite et je peux les bouger sur le plateau à volonté les uns par rapport aux autres. Il y a des composants que je vais vouloir multiplier. C'est le cas du petit stopper ici. J'en veux 4 stoppers. Alors je peux le sélectionner et faire des CTRL-C, CTRL-V. Je peux additionner mes sélections et faire un autre CTRL-C, CTRL-V pour pouvoir en avoir 4. Mon bouchon ici, mon deuxième composant qu'on voit ici, je veux également le multiplier. CTRL-C, CTRL-V pour en avoir 2 cette fois-ci. Hein, ça crée le corps du papillon. Et avant de traiter les autres composants, ben, je veux venir regarder avec vous le menu à gauche. Donc, j'ai ici plus officiellement un menu de déplacement qui me permet de pouvoir déplacer là, de façon plus contrôlée sur des axes, donc le positionnement d'un composant. On s'en fout un peu. On est rarement obligé d'aller sélectionner la fenêtre déplacée. Je peux également, si je travaillais de façon plus intuitive, venir peser sur le bouton redimensionner, ce qui me permettrait d'agrandir un composant. C'est évidemment pas mon intérêt dans ce cas-ci, puisque j'ai modélisé mes différentes formes d'infusion avec des règles très précises. J'ai également la possibilité de faire des rotations. Disons que cet élément-là, je pourrais vouloir l'imprimer donc de façon oblique. Je peux venir le sélectionner, le mettre en rotation et décider, pour une raison quelconque, de l'imprimer dans ce sens-là, afin d'avoir comme des impressions successives ici à l'horizontale, mais qui donnerait une petite texture à l'oblique dans mon composant. Ça pourrait être quelque chose qui m'intéressait. Je vais le laisser comme ça pour le moment de toute manière parce que ça me permet de vous parler de l'autre fonction qui est celle-ci, qui elle est très intéressante, qui est placer sur une face. Donc, je sélectionne mon cadre, je viens cliquer sur placer sur une face et vous voyez que j'ai des petites faces comme ça en blanc qui apparaissent à différents endroits. C'est que Prusa Slicer m'offre de pouvoir le placer sur le plateau sur des faces qu'il juge être intéressantes parce qu'elles ont une surface de contact un petit peu plus grande. Je vais d'ailleurs choisir celle-ci. Hop, voilà. Et vous remarquerez que en le plaçant ici sur cette face, j'ai un creux ici dans ma forme. Je pourrais être tenté de mettre des supports dans ça, puisque tout à l'heure, ben, quand je vais lancer l'impression sphère, l'impression va se faire couche par couche, comme ça. Donc ici, les premières couches, ça ne causera pas de problème. L'objet va continuer à être imprimé jusqu'ici. Et là, rendu dans ce coin-ci, la buse va partir dans le vide avec du filament pour continuer son impression, pour rejoindre les deux côtés. Or, l'imprimante 3D est capable de supporter un vide d'à peu près 1 cm de long et on est à l'intérieur de ces valeurs-là. Donc, je ne suis pas obligé de venir mettre des supports à l'intérieur de ça. L'imprimante va être capable d'imprimer ça en vide et va pouvoir étirer les filaments, venir les connecter de part et d'autre et je vais avoir une impression qui est encore très très juste si je la mets de ce côté-là. Euh, Parce que ça se rejoint d'un bord et d'autre de la forme. Si je l'imprimais de ce côté-ci, donc ça ici, l'imprimante viendrait porter son filament, mais il n'y aurait rien pour aller l'attacher ailleurs et étrangement, ça ici, ça passe pas. La machine n'est pas capable de le faire. Alors, enfin, c'est pas capable, c'est que ça aurait tendance à tomber, à devenir imprécis, ça serait un petit peu raboteux en dessous. Et donc, dans ce cas-ci, orienter le composant de cette façon-là sur le plateau, c'est très très important pour pouvoir se passer de support à l'impression. Des supports, on va devoir en mettre pour ce composant-là parce qu'on a un peu le même problème. On a une saillie ici qui est à l'horizontale et donc ça, la machine n'est pas capable d'imprimer ça de façon propre. Et tiens, ça m'amène à venir vous parler du prochain outil qui est Support Peint. Alors je vais cliquer sur cet outil-là. Je vais aller regarder mon objet dans Dessous et je vais peindre des supports ici. Voilà, juste, je veux indiquer à Prusa de mettre des supports pour cette partie-là qui est en saillie. Toutes les autres, j'ai pas besoin d'en avoir. Et je vais simplement
peser à nouveau sur le bouton pour sortir du menu support. Là, je ne les vois pas apparaître les supports parce que je n'ai pas encore découpé mon objet, mais je sais qu'ils vont apparaître là éventuellement. Je continue à regarder mes composants. Pour ma tringle de course, celle-ci, elle est très bien. Je suis capable de l'imprimer comme ça. Même s'il y a un petit trou ici à l'intérieur, il n'y a aucun problème. Ça, la machine est capable de gérer ça. Tout va bien de ce côté-là. Euh, pour ce qui est de la base, ici, ça va être la partie supérieure de la base. Et si je veux avoir quelque chose de très, 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 très lisse, eh bien, je vais aller la placer, pardon, cet objet-là, je vais aller la placer sur cette face-là, de façon à ce que mes trous soient en dessous. Donc, je vais avoir une surface plus lisse au-dessus. Je vais être content. Ici, ce petit composant-là, donc j'aurais un petit problème à le faire imprimer comme ça, encore une fois parce que j'ai un morceau en saillie. Mais si je le fais imprimer sur le côté, donc je clique sur l'outil placé sur une face et je clique sur le côté. Ici, j'ai quelque chose en saillie, sauf que c'est à 45 degrés. Je vais vous montrer un angle plus facile. Donc, l'imprimante 3D est parfaitement capable de monter des murs à 45 degrés. Elle va venir les accoter sur les murs précédents et là, je n'aurai aucun problème à imprimer cette pièce-là sans support. Et il me reste finalement celle-ci qui est vraiment problématique à imprimer. J'ai bien du mal à trouver une façon de l'imprimer correctement. Quand c'est en PLA, on est capable de l'imprimer comme ça, complètement debout, sans aucun support, mais en PETG, j'ai un problème. La rigidité est plus grande, ça se met à branler, puis la machine n'y arrive pas. Alors, pour ne pas prendre de chance, ce que je vais faire, c'est que je vais le sélectionner. Je vais aller sélectionner ici la rotation. Je vais aller choisir ici mes Y et je vais mettre une rotation de moins 90 degrés de façon à mettre la pièce complètement à l'horizontale. Elle flotte un peu dans le vide, mais c'est le mieux que je peux faire. Je vais la sélectionner et aller peindre des supports en dessous, ici. Donc, elle sera supportée. Tiens, je peux en mettre partout, en fait, en dessous des supports. Voilà. Et je n'ai plus qu'à quitter le menu des supports. Alors, il me reste une opération encore à faire. Je vais faire un copier-coller parce que j'ai besoin de cette pièce-là 2 fois. Et maintenant, mes pièces sont bien distribuées sur le plateau. Elles ont des peintures de support aux bons endroits. Je vais donc commencer à m'attarder à ma petite fenêtre de droite. Je veux, dans un premier temps, aller choisir un matériau pour la faire imprimer. Je vous propose 2 options. Peut-être que dans les cours, je vous en donnerai d'autres, mais dans le tutoriel vidéo, ce que j'envisage, c'est soit du PLA, qui est le matériau le plus facile à imprimer, mais dans ce cas-là, je vous propose de faire imprimer vos pièces en blanc parce que il n'y a pas de PLA noir. Donc, ça peut être du PLA et par la suite, on va choisir ici le PLA blanc. Ou encore, ça peut être du PETG carbone fait par filament.ca. Donc, celui-ci du PETG Carbon Fiber fait par filament.ca 01. Ce qui est intéressant, c'est c'est un noir, mais qui est rempli de carbone et la texture est quand même assez intéressante sur cet objet-là grâce à la présence de carbone. Donc, c'est vraiment pour des raisons esthétiques. Ce sont des pièces qui sont un peu plus solides aussi grâce au renfort de carbone, mais c'est pas pour la solidité qu'on le choisit, c'est vraiment parce que c'est joli. Et par la suite, dans ce cas-ci, quand on a choisi ce filament-là, ben, on n'a qu'une seule option au niveau des couleurs qui nous arrive. Par la suite, on veut aller choisir le type de buse. On la laisse par défaut avec la buse de 0,4 mm d'épaisseur, mais sachez qu'on a des buses plus fines de 0,25 mm d'épaisseur si on voulait faire des travaux très 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 fins. Enfin, les 0,4 conviennent très bien pour presque tous les travaux. Je vais ici au niveau des supports aller chercher seulement pour les générateurs de supports. Voilà. Et au niveau du remplissage, je vais amener ça à 15%.
Donc, le remplissage, c'est lorsqu'on a des vides, là, particulièrement à l'intérieur de cette forme-là, on va avoir certains vides. Ben, il va remplir 15% du vide à l'intérieur pour renforcer un peu la forme. Alors, je suis presque prêt à découper mes objets, mais tiens, je vais, avant de faire cette opération-là, venir sélectionner la petite fenêtre ici qui est agencée, de façon à placer tous mes morceaux de manière plus optimale. Ça permet de réduire les temps d'impression. Alors, c'est une petite fonction automatique là, qui permet de les disposer à notre place. Tiens, je vais lancer la découpe. Donc, je pèse sur, j'avais un bouton ici là, qui s'appelait lancer la découpe, qui me permet maintenant de donc voir les objets de la manière dont le processeur va les envoyer à l'imprimante, essentiellement couche par couche. Donc, je pourrais compter là, le nombre de passages que les têtes d'impression vont devoir faire. Et l'objet est donc maintenant tranché, hein. C'est pour ça que ça s'appelle des slicers, ces logiciels-là. J'ai des codes de couleurs que vous pouvez regarder ici. Vous pourrez vous familiariser là, en temps et lieu avec ça. J'ai également surtout un message d'erreur ici qui dit qu'il y a des conflits dans le parcours du G-code. Ça, c'est juste parce que j'ai des formes qui étaient proches l'une de l'autre et mes supports, hein, le petit code vert ici, les supports qui permettent là, notamment d'imprimer mes charnières un peu au-dessus du niveau du plateau de l'impression, ben, ils se superposent avec une autre pièce. Ce serait sans conséquence, en fait, l'imprimante serait tout à fait capable de gérer ça, mais je vais en profiter pour revenir en arrière. Donc, je vais peser ici sur ma vue d'éditeur, mon petit cube à gauche, pour revenir dans le menu que j'ai utilisé jusqu'à maintenant, juste pour tasser un petit peu ces deux pièces-là. Et je vais enfoncer à nouveau la touche découper pour voir que maintenant, j'ai plus aucun conflit dans le G-code. Je peux également, donc quand je suis dans la vue ici de l'aperçu de l'impression, je peux aller trancher mes objets pour aller voir qu'est-ce qu'ils ont l'air à l'intérieur. Alors ici, là, j'ai mes zones de remplissage interne, mon fameux remplissage à 15%, là, ben, c'est l'espèce de treillis comme ça, triangulaire, que je vois se faire à l'intérieur, qui va renforcer mes pièces qui sont les plus grosses, là, dans lesquelles j'aurai des vides. Alors je peux comme ça là, regarder chacune des tranches de mes objets à être imprimés. Et j'ai un nouveau bouton qui vient d'apparaître au même endroit que le précédent, qui est exporter le G-code. Donc, il serait maintenant temps d'exporter notre travail vers une imprimante 3D, mais je dois faire quelques opérations d'abord. Je vais descendre ma fenêtre ici, donc pour aller voir mes informations de découpage, et je dois obligatoirement montrer mon travail à un technicien du Fab Lab pour qu'il valide mon impression 3D avant de la lancer. Le technicien va également comptabiliser le nombre de grammes utilisés pour l'impression. Dans ce cas-ci, 14,74 grammes, c'est vraiment pas beaucoup. Euh, Ça va également nous permettre de voir combien de temps va prendre l'impression et nous devons réserver une imprimante 3D à chaque fois qu'on lance une impression. Donc, dans ce cas-ci, je devrais aller réserver une imprimante pour les 2 prochaines heures afin qu'elle ait le temps là, de terminer l'impression de mes pièces. Alors, il est maintenant temps d'aller chercher la carte SD dans une imprimante. Avant d'entrer dans la partie machine du Fab Lab, je dois absolument prendre des coquilles et une paire de lunettes pour protéger mes oreilles et mes yeux. Alors, idéalement, je vais choisir une imprimante dont le bon filament serait connecté. Donc, je sais que j'ai fait là, mon document en PETG, mais imaginons que je l'ai fait en PLA. Là, je suis en post-production présentement. Et donc, imaginons que je veux faire sortir un PLA, ben, je prends une imprimante avec du PLA de charger dessus. Je retire la carte SD. Je me rends au poste informatique où je travaille présentement et il y a des lecteurs de carte SD externes qui sont attachés à chacun des postes. Alors, je vais y insérer la carte SD sur le côté de l'imprimante 3D. Je m'assure de brancher le lecteur évidemment dans la tour et de retour à l'ordinateur. Je peux maintenant exporter mon G-code. Bien sûr, il faut que j'aille chercher ma carte SD. Donc, dans ce cas-ci, c'est lecteur USB. Je vois là que ce sont toutes des G-codes qui sont enregistrés là, donc je sais que je suis au bon endroit.
je pourrais être tenté de changer le nom pour être sûr de retrouver le bon document. Donc, moi, je vais l'intituler Robert Simon Automate de façon à ce que, lorsque je vais lancer l'impression, mais que je sois sûr que j'imprime le bon document. Je vois maintenant que mon exportation est terminée, alors je peux quitter mon ordinateur et aller retourner avec ma carte SD vers l'imprimante. Bon, je suis à un autre moment, j'ai une autre imprimante qui, elle, est branchée sur une bobine de PLA. Donc, mise en situation, là, on dit qu'on veut lancer une impression en PLA. Si je voulais la lancer en PETGC, il faudrait que je m'assure que l'imprimante a du PETGC. On peut bien sûr changer le filament, mais je ne vous le montre pas dans cette vidéo-là. Alors, j'insère ma carte SD comme ça sur le côté de l'imprimante. Je vais chercher mon document et je pèse sur le bouton Enter de l'imprimante pour lancer l'impression. Je vais aller choisir un petit peu d'alcool isopropylique. Je vais en mettre sur la serviette et je vais venir passer un petit peu d'alcool de façon à enlever toute trace de gras. Alors, ça pourrait faire en sorte que les filaments auraient du mal à adhérer sur le plateau avant de commencer l'impression. Et la machine, mais là, présentement, est en train de faire son préchauffage. Et par la suite, bien, la machine, automatiquement, lorsqu'elle est prête, va commencer à imprimer le composant.